plus la dette des collectivités territoriales, et il y a tous les prêts toxiques dans lesquels elles sont embarquées, qui vient s'ajouter en quelque sorte au capital. C'est-à-dire tous les intérêts qu'elles vont avoir à payer. Donc tout ça, pour revenir au point de départ, consistait à dire que dans un pays où il y a une telle crise de confiance entre le politique et la société, c'est tout à fait clair qu'on n'a aucune chance de nous en sortir. Alors on ajoute à cela un discours qui est un discours de violence et d'anathème permanent lancé contre telle ou telle catégorie de gens. Dans le discours de Nicolas Sarkozy vendredi dernier, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas les énormités, tant les énormités qu'il a dites fausses. Les chiffres qu'il a cités faux. Il dit que l'éolien coûte 2 fois le solaire, le kilowattheure nucléaire, c'est pas vrai. Que le solaire coûte 10 fois, voire 5 fois. Alors déjà, c'est pas pareil, 5 fois et 10 fois. Et c'est même pas vrai. Enfin, tout est faux. Que l'Allemagne émet 10 fois plus de CO2 que nous. Enfin, c'était faux. Tout est faux. Il consomme 30% d'énergie de moins. C'est tout est faux. Mais c'est même pas ça qui m'a le plus choqué. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le début de son discours et les mots qui ont été employés. Le début de son discours a été un hommage à Georges Best. Là-dessus, j'ai rien à dire. On peut partager les options de Georges Best. C'était un grand industriel, il était assassiné par action directe. C'est abominable et qui rappelle Georges Best, l'usine Georges Best, j'ai rien à dire. Sauf que, il l'a dit en disant, ce sont les idéologues. Il était tué par des idéologues. Et ensuite, tout son discours, pour parler des gens qui s'opposaient au nucléaire, c'était le mot idéologue. Autrement dit, il a procédé volontairement à un amalgame entre les gens. Tu n'as pas noté ça, Jean-Claude ? Non, j'écoute pas tout ce discours. Bon, eh bien, regarde, parce que je t'assure que c'était... Je préfère à toi, moi. Oui, c'était très choquant. Trop tard. C'était très choquant. Très choquant. C'était des... Ils s'en foutent, les je pense. Ah oui, complètement. Je pense. C'était très choquant de voir comment il y avait cette utilisation du mot idéologue tout au long du discours, parce qu'il l'a repris 5 ou 6 fois pour parler chaque fois des gens qui s'opposaient au nucléaire, alors qu'il avait employé le même mot pour décrire les assassins de Georges Best. Ça, c'est innommable de faire une chose pareille. Non, mais tu es mis dans le même paquet, d'ailleurs, tu étais l'assassin, tu as assassiné Georges Best. Ah oui, j'ai assassiné Georges Best. Tu es néodologue. Voilà. J'ai assassiné Georges Best. C'est ça, voilà. Donc ça, c'est une manière de créer de la violence. C'est une manière de créer de la violence, de créer de la datem et surtout d'empêcher le débat. Et ça, c'est quand même très très grave. Et d'empêcher le débat sur ce sujet, qui est un sujet majeur, c'est extrêmement grave. Alors, d'un autre côté, là-dessus et sur tout le reste. Parce que, exemple, hier, on apprend qu'il y a une augmentation massive du chômage. Vous pouvez l'imaginer. Bon. Et comme par hasard, Guéant qui tape sur les étrangers en situation régulière, et bientôt on va dénaturaliser les Français, et puis quoi d'autre, enfin, je veux dire, c'est absolument hallucinant ce qui se passe. Bon. Donc avoir toujours besoin de boucs émissaires et de détourner le débat sur quelque chose qui est un faux débat. Et ça rend d'abord les gens un peu fous parce qu'ils savent plus, ils n'ont plus de repères. On est déboussolé, on n'a plus de repères, on ne peut plus penser posément parce que de toute façon, chaque jour c'est un autre truc, c'est un autre sujet. On zappe sans arrêt, de sujet en sujet, pour que jamais on puisse se poser et avoir en quelque sorte une réflexion un peu générale et transversale sur l'état de crise dans lequel nous sommes, les raisons pour lesquelles nous y sommes et comment nous pourrions en sortir. Ça, je trouve ça absolument, absolument gravissime. Et ça a un lien, et je m'arrête et je réponds à vos questions, avec ce qui se passe ici. Parce qu'effectivement, la France s'est désindustrialisée, ça c'est tout à fait clair, que le prisme déformant en faveur des grandes multinationales fait que les délocalisations ont été indirectement favorisées, que si on parle tout le temps des PME et des TPE, c'est pour en fait ne jamais rien faire de concret pour elles, que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan de la RD, que ce soit sur le plan de l'accès au crédit, de prendre tous les sujets les uns après les autres. Je ne parle même pas du tiers secteur dont personne ne parle jamais et qui n'intéresse personne, en tout cas pas le président de la République.
Et tout cela fait qu'on est un pays qui est en train de se recroqueviller, et tout ce qui pourrait nous donner de la perspective, de l'enthousiasme, l'envie de se projeter dans ce qui vient, dans le monde qui vient, c'est interdit. Donc évidemment, on a le nez dans le rétroviseur, au lieu de l'avoir dans la vitre avant, et pas de perspective. Donc c'est pas étonnant qu'on soit triste, qu'on soit déprimé, qu'on soit violent. Il crée une forme de pathologie du corps social. Je trouve ça vraiment, vraiment grave. Par rapport à l'histoire du monde, qu'on récidive et qu'on fait la même chose. Pour faire quoi? À chaque fin de débat, que ce soit quand je fais venir Paul Watson, Berry, ou des gens vraiment des acteurs caractérisés de l'activité économique ou autre, la question qui revient chaque fois, c'est, par exemple, après nos enfants nous accuseront, vous voyez, j'ai fait des débats sur les classes, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que vous allez dû réfléchir. C'est comment arriver à, chez les politiques ou autres, à avoir des gens qui vont avoir le courage d'aller contre des lobbies, de pouvoir parler sans être indirectement contrôlé, c'est bien par la puissance financière. Je vais vous dire... comment se positionner pour un homme moi, personne ne me d'État par rapport à contrôle. ça? C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas 500 aujourd'hui. Personne ne me contrôle, je suis une femme complètement libre. J'essaye, en tant que députée européenne, de faire un certain nombre de choses. J'en fais quelques-unes, pas beaucoup, mais un peu quand même. Je fais bouger des choses, incontestablement. Mais je ne suis pas dans un appareil politique. La question des lobbies, de l'argent et des appareils politiques est une question qui est très, très difficile à résoudre. Et beaucoup de choses s'expliquent par là. Alors, je ne parle pas de ceux qui viennent de tel lobby ou de ceux qui ont décidé à y aller quand ils auront terminé leur job politique. Ça, c'est un sujet important. Mais c'est pas exactement de ça dont je voulais parler. Mais c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Exemple, je pose une question à la cantonade. Monsieur Besson, semble-t-il, a indiqué qu'il partait dans le privé après mai 2012. Je voudrais bien savoir où. Oui. Rodif, non, non, mais puisqu'il est maire de Donzère. je pose une question. Oui. Je pose une question. Il faut suivre les prochaines inaugurations. Je pose une question. On prend son petit vélo tous les matins. Sauf que s'il va dans une entreprise qu'il est aujourd'hui chargé d'administrer, de contrôler, ça me pose un problème. Je ne dis pas qu'il le fait. Je pose une question. Où va-t-il? Puisqu'il a dit qu'il allait dans le privé après. Il n'est que ministre de l'Industrie, il n'est pas ministre du secteur des services. Il peut aller par exemple dans une société de conseil. Sauf que les banques sont venues, il les a convoquées il n'y a pas très longtemps, j'étais présent d'ailleurs. On peut toujours convoquer les banques, elles sont très polies et qui viennent toujours vous dire non. Quand vous êtes ministre, les banques viennent toujours vous dire non, très poliment. Non, je pense qu'ils ne contrôlent pas les sociétés de services. Je pose une question. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Ce dont je voulais parler, c'est des besoins financiers liés à des campagnes électorales, des choses très clairement, des liens qui peuvent se créer à cette occasion et des renvois d'ascenseur. Deuxièmement, du fait que on est un pays dans lequel l'appartenance à des partis politiques concerne finalement très peu de gens, pas plus que des syndicats leaders. Que ça, c'est un problème, parce que ça veut dire que vous laissez les partis à une petite nomenclatura qui fait sa petite soupe. Et que les investitures pour des élections, par exemple, sont données non pas aux gens qui sont compétents, ni même forcément à ceux qui sont choisis par la base, mais à ceux que cette nomenclatura a reconnus comme étant des leurs, ce qui fait que tout ça devient en fait une espèce de gestion de job, et plus du tout un service politique. Et ça pose un problème. Alors ça renvoie au statut de l'élu, ça renvoie au fait qu'un certain nombre de gens n'ont pas de métier, c'est-à-dire qu'ils sont entrés en politique à 25 ans et ils n'ont jamais rien fait toute leur vie, ils n'ont pas de métier, donc il faut bien qu'ils aient un job, donc c'est ce job-là. Et donc le fait de rester élu, c'est une question de job, qui est complètement déconnectée, en définitive, du fond du problème, c'est-à-dire pourquoi je suis là. Pour défendre quoi, pour défendre qui, pour le défendre comment, etc. Donc on a en fait une série de déviances qui se sont faites dans la société. C'est pour ça que c'est les affaires de cumul de mandats dans le temps, par exemple,
de cumul de mandats dans l'espace, de statut de l'élu. Parce que c'est normal aussi qu'un élu soit payé et gagne sa vie, c'est tout à fait normal. Tout ça, ce sont des sujets dont on ne parle pas ou peu, mais qui sont au fond de beaucoup de choses, comme les questions de financement politique. Franchement, moi je suis un petit parti, j'ai un petit candidat. Si je fais une déviation sur mes comptes de campagne de 10 centimes, je vous assure que je ne serai pas loupé. Bon. Donc, ça me De toute dérange façon, pas. vous n'avez pas le budget pour ça. Non, mais je suis au cordeau, et avec le petit budget que j'ai jamais eu de souci de cette corde. Bien. Mais quand vous voyez quand même la manière dont les comptes de campagne de 1995, pour prendre au hasard cet exemple, ont été validés, on se pose quand même des questions. Tant plus que c'est la première année où il y a eu un compte de campagne rejeté, celui de Cheminade. Oui. C'est intéressant qu'il y en ait eu un de rejeté, mais pas les autres. Alors que... Malheureux Cheminade, à mon avis, ce qu'il avait fait n'était pas le millième de ce que d'autres comptes avaient fait et qui ont été validés. Oui, et Dumas reconnaît quand même qu'il a validé alors qu'il avait vu qu'il y avait des choses. Oui, bien sûr. Mais attendez, il y a 10 millions qui se baladaient en rade, le rapporteur ne voulait pas. Le rapporteur s'est battu, les rapporteurs se sont battus pour que ça ne soit pas validé. Il y a eu un choix politique en disant on ne peut pas ne pas valider celui-là parce que sinon on ne peut pas valider non plus celui du président de la République. Donc on valide. Alors je suis désolée, il faut changer de système ou alors dire qu'on ne valide plus des comptes. On l'avait dit à l'époque, ça a été oublié, mais on l'avait dit à l'époque. La dure a été validée pour éviter que Chirac soit désélu.